demain, pour d'autres, est-ce que nos retraites seront assurées? Est-ce que si malheureusement on arrive au chômage, on doit passer par la case chômage, est-ce qu'on sera bien indemnisé? Est-ce que lorsqu'on va chez le médecin, qu'on a besoin de médicaments, on n'aura pas trop à dépenser, que la solidarité nationale va nous aider à aller voir les médecins, à nous guérir de nos maladies? C'est ça dont on parle aujourd'hui lorsque l'on s'interroge sur l'avenir de la protection sociale. Jusqu'à aujourd'hui, cette protection sociale, elle est plutôt financée de manière majoritaire, pour l'essentiel, par des cotisations que nous payons en tant que salariés, que nos entreprises, ceux qui nous embauchent, paient également, mais une partie aussi est financée par l'impôt que tout le monde paye cette fois, pas seulement ceux qui sont au travail dans les entreprises. Et d'ailleurs, on est en plein dans l'actualité économique et politique, puisque vous savez que le président de la République a décidé de réduire une partie des cotisations pour les transférer sur la CSG, donc un financement des cotisations liées au travail à un financement par l'impôt. Ce monde, il change aujourd'hui. Ce monde de la protection sociale et de son financement est en train de changer. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'évolutions qui sont structurelles, pas simplement liées aux fluctuations de la conjoncture et de l'emploi, mais des évolutions structurelles un peu fortes. Il y a la démographie, bien sûr. On vit tous plus longtemps, plus vieux, mais aussi un peu plus malades. Donc on est sûr que les dépenses vont augmenter. Par contre, en face, il y a des évolutions structurelles aussi qui jettent quelques doutes sur la pérennité des ressources. Comme l'automatisation, par exemple. On sait qu'en France, la place des robots industriels est relativement faible par rapport à celle d'autres grands pays. Et si demain, les robots nous remplacent, faut-il taxer les robots pour assurer la protection sociale des gens qui travaillent, de ceux qui peuvent trouver un travail, comme de ceux qui ne peuvent plus trouver un travail, éventuellement, si c'est la faute des robots. Les robots créent d'autres emplois, vont-ils en créer suffisamment pour ceux qui vont le perdre, etc., etc. Est-ce que demain, le salariat, c'est-à-dire le fait que nous soyons embauchés par un contrat de travail, qu'une entreprise va de plus en plus diminuer pour laisser la place à beaucoup de travailleurs indépendants, du type de ceux qu'on trouve sur les plateformes, peut-être du type de ceux qu'on trouvait à la fin du 19e siècle, le travail à la pièce, on est payé pour ce qu'on fait, on n'a plus un contrat de travail général. Tout ça remet en cause les modalités de financement de la protection sociale. Est-ce qu'il faut donc dégager cette protection sociale du travail et puis adopter la théorie du sac à dos, comme disent les économistes? Aujourd'hui, nos droits à la protection sociale sont plutôt accrochés de manière individuelle à notre parcours personnel, et ils peuvent être valables lorsqu'on travaille, lorsqu'on est en formation, lorsqu'on fait un peu de travail associatif, lorsqu'on est fonctionnaire, lorsqu'on est salarié du privé, indépendant, etc., etc. C'est tous ces sujets dont on va parler aujourd'hui, qui nous touchent tous, nos familles, au quotidien. Et donc, comme ce sont des sujets qui ne sont pas faciles, eh bien, il ne faut pas moins de 5 experts pour nous expliquer tout ça. Je vais leur demander simplement de lever la main au fur et à mesure que je donne leur nom pour que vous puissiez bien les identifier et éventuellement adresser vos questions, puisque vous savez que grâce au système des GECO, on peut poser des questions. Alors, vous avez sûrement un numéro de téléphone qui devrait s'afficher bientôt derrière vous, qui devrait vous permettre, voilà, grâce à ce petit numéro, vous pouvez m'envoyer des messages qui arrivent sur la tablette. S'il vous plaît, un peu de respect pour les intervenants, des vraies questions, des vrais messages. J'ai déjà fait beaucoup les GECO, je pense que voilà, on peut en rester aux questions sincères et intéressantes pour chacun des intervenants qui vont donc s'identifier maintenant devant vous. On a Olivier Barguin, bonjour, qui est un professeur donc, de sciences économiques à l'Université de Bordeaux et qui connaît très bien ces sujets. Philippe Barret, juste à côté de lui, qui est directeur général du groupe Apicil, donc il va nous dire, en introduction, il nous dira ce que c'est que ce groupe et ce qu'il fait, bien sûr. Pierre Abar, le barbu, qui est donc secrétaire général par intérim de la commission syndicale consultative auprès de l'OCDE, ce qu'on appelle le TUAC, généralement, vous savez que l'OCDE, il y a des représentants des fonctionnaires, mais aussi des entreprises et des syndicats. Pierre Abar représente les syndicats. Tout de suite, à ma gauche, Hélène Paris, qui est secrétaire générale au Conseil d'analyse économique. Et puis, nous avons Anna-Léna Nozal, qui est économiste des politiques sociales, qui travaille à la direction de l'emploi du travail et des affaires sociales de l'OCDE qui organise et qui a suggéré les thèmes et les intervenants de cette table ronde. On va peut-être d'abord donner la parole aux spécialistes et aux praticiens, et puis après, on parlera un peu plus financement et réaction des syndicats. Peut-être Olivier Barguin, vous pouvez commencer 10-12 minutes. Alors, est-ce que ça fonctionne? Super.
Merci beaucoup. Merci à Christian, merci aux organisateurs. Donc moi je vais attaquer dans le vif du sujet sur, non pas les diagnostics, mais les recommandations, puisqu'on a très peu de temps, et donc c'est une vision assez normative de ce que pourrait être, ou peut-être ce que devrait être, dans une certaine mesure, la protection sociale, ici au sens de la redistribution monétaire ciblée sur la pauvreté, la grande pauvreté, entre autres. En décomposant un petit peu le court terme, ce que je pense qu'on devrait faire de manière urgente, et puis ce qui peut être une vision ou une des visions de long terme, notamment les questions de partage du travail, mais cette fois-ci sur le cycle de vie, et un mot à la fin sur l'Europe. Alors, sur le court terme, une idée importante, c'est un État moderne, un État social moderne. On parle beaucoup du revenu universel. Le revenu universel, ce serait un revenu pour tous, ce qui n'est pas finançable, un revenu pour tous en plus de son revenu. Donc, souvent, c'est vu comme, dans sa version réaliste et finançable, comme finalement une aide automatique pour ceux qui n'ont plus de revenus. Et ça ressemble étrangement aux minima sociaux qui existent déjà. Donc deux des différences importantes avec le monde actuel sur lesquelles j'aimerais insister, c'est le fait que cette aide pourrait être inconditionnelle et pourrait être automatisée. C'est ça la différence dans une grande mesure avec ce qui se passe aujourd'hui. Et donc c'est plutôt les étapes, le chemin vers le revenu universel qui est important plutôt que le revenu universel lui-même, qui a d'autres différences que je n'évoque pas ici. Qu'est-ce qu'on doit faire ou prendre du revenu universel? C'est d'abord la conditionnalité, dans une certaine mesure, c'est rendre les aides sociales aujourd'hui moins conditionnées à notamment l'âge, puisque vous savez, les moins de 25 ans n'ont encore pas accès au RSA, et donc étendre la couverture, le filet de protection sociale aux plus jeunes permettrait de les faire échapper à la pauvreté qui est très très supérieure dans cette catégorie. Le deuxième point, c'est l'automatisation. Il y a un tiers des gens qui ont droit au RSA qui ne le touchent pas, 2 tiers des gens qui ont droit à la prime d'activité qui ne la touchent pas, et donc ça fait des trous dans le filet de sécurité, et puis ça empêche l'État de gérer en temps réel et au mieux ses finances publiques, puisqu'on ne sait pas vraiment qui va toucher une aide, et donc il faut en finir avec ça, et notamment ça permettrait d'assurer un revenu constant pour des gens qui sont de plus en plus en intermittence dans le travail, de plus en plus aller-retour entre des jobs de courte durée et du chômage parfois non indemnisé. Donc ça serait vraiment le rôle de cette aide qui deviendrait complètement automatique. On s'en approche, et puis c'est tout à fait réaliste, puisqu'aujourd'hui on a la technique pour mettre en place le revenu, le prélèvement de l'impôt à la source, qu'on nous a annoncé, qui a été retardé. Et il y a le système de DSN, de déclaration sociale nominative, qui permet une communication en quasi-temps réel entre les entreprises et l'État, et potentiellement entre les administrations, ce qui permettrait donc à partir du moment où vous tombez au chômage et que vous n'avez pas d'assurance chômage, automatiquement se met en place le RSA, donc les CAF, les impôts, toutes les instances, toutes les organisations gouvernementales communiquent par les moyens modernes pour permettre un système comme ça beaucoup plus fluide et beaucoup plus sécurisant. Donc je fais un peu de publicité pour une note du Conseil d'analyse économique que nous avons rédigée au mois d'avril qui traitait de ces questions-là. Si vous voulez en savoir plus sur ces recommandations, elles sont toutes là. Pour aller plus loin, on suggère aussi, et là je le suggère au-delà de la note qu'on a fait à l'époque, c'est de rendre l'État comme un interlocuteur unique pour des salariés qui aujourd'hui changent d'activité, qui ne sont pas toujours à la même configuration familiale, qui sont parfois des indépendants plutôt que des salariés, et de plus en plus, comme Christian l'a évoqué, il faudrait un système de portail unique qui est numérique, où on donne toute l'information nécessaire pour le calcul des aides auxquelles on a potentiellement droit. Éventuellement, on met en ligne en temps réel ces diplômes, ces formations, de sorte que quand vous arrivez au Pôle emploi, vous n'êtes pas un total inconnu, vous n'avez pas besoin de refaire des fiches et passer des heures à expliquer qui vous êtes connu de l'État. Ça peut permettre d'engager un dialogue entre l'État et le citoyen. Et c'est en fait une sorte de fusion entre la logique du guichet unique qui existe déjà pour 7 millions de Français qui sont à la mutualité sociale agricole, qui gère effectivement ces indépendants avec un guichet unique qui gère la maladie, la famille, donc les aides familiales, la maladie, l'assurance emploi, etc. Et une fusion de cette logique-là avec la logique du compte personnel d'activité qui est censé aider les gens à accéder à des formations. Et l'idée n'est pas d'universaliser seulement les aides sociales, mais aussi d'universaliser l'accès
et l'opportunité à des qualifications, à des formations. Donc on est dans un monde beaucoup plus, avec un échange beaucoup plus rapproché entre le citoyen et l'État, également pour qu'il soit en temps réel informé de quelle sera sa retraite demain, puisqu'on est capable de faire des projections, de calculer, de l'informer sur les conventions collectives, ou l'absence de conventions collectives. Si c'est quelqu'un qui travaille pour Uber, il peut faire remonter l'information, et puis on peut engager effectivement des mesures qui font que l'État remplace les syndicats quand ils n'existent pas, et c'est le cas notamment pour ces travailleurs-là. Le long terme, c'est passer du monde qu'on connaît, où il y a un partage effectif du travail, qui est le chômage, à celui qu'on nous annonce, qui est une société à l'allemande avec des travailleurs pauvres et du plein emploi, à l'après-demain qui peut arriver vite, où on nous annonce que ces travailleurs pauvres vont devenir une classe non plus laborieuse, mais une classe oisive, financée par le revenu universel, qui serait vraiment un revenu d'existence complètement minimum pour des gens très peu qualifiés. Il y a d'autres scénarios. D'une part, personnellement, il y a d'autres débats au GECO ces jours-ci pour parler de la robotisation, etc. Quelle que soit l'idée qu'on peut se faire du futur, et on n'a absolument aucune information au jour d'aujourd'hui, on peut quand même imaginer que la création d'emplois ne se fera pas qu'en haut et la destruction qu'en bas. Il y aura de la création d'emplois pour des salariés aujourd'hui peu qualifiés, et puis il y aura de la destruction. Il y a un livre que je recommande là, de Susskind sur la transformation des métiers, notamment des métiers donc qualifiés, qui nous dit que les radiologues peuvent disparaître en grande partie, les architectes, même les juges, les conseillers fiscaux. Dès qu'on a besoin d'une masse d'informations qui peut être traitée par la robotisation et le big data, donc la disparition des métiers peut se faire à différents endroits, la distribution finalement des qualifications, et le revenu universel dans ce cadre-là devient éventuellement un vrai revenu de remplacement pour les individus et pour tout le monde, donc, et éventuellement quelque chose qui soit plus décent que le revenu vraiment de base vraiment d'existence ou de survie, éventuellement complété par la partie assurantielle qui est donc l'assurance chômage. Et on peut imaginer donc un partage du travail sur la vie, qui serait non pas donc un partage dans la semaine de 32 heures ou 35 heures, mais une année qu'on peut prendre à un moment donné, et qui, donc une période limitée quand même, mais qui est une option qu'on peut enclencher à n'importe quel moment de la vie, et qui serait donc d'une certaine manière, si on veut être un peu provoquant, une généralisation du chômage à tous, ou un partage du chômage, et donc d'une certaine manière sa déstigmatisation, puisque le chômage est quand même responsable de maux, de traumatismes psychiques chez énormément de gens. C'est vécu comme une réalité difficile, et donc ça permettrait d'une certaine manière de changer les normes autour de cette non-activité ou cette baisse d'activité tendancielle. Et on pourrait imaginer un système où, dès la première expérience de chômage involontaire, eh bien, on peut activer cette année ou ces quelques mois de non-emploi pour une formation, une reconversion. On peut imaginer que c'est une flexibilité supérieure pour les entreprises, mais que si le salarié accepte d'activer cette option, alors il recevrait de l'entreprise une compensation éventuellement supérieure. Ça peut être en cas de chômage volontaire. On ne subit plus un patron qui nous conduit au burn-out. On peut démissionner plus facilement. Daniel Cohen évoquait le fait que le revenu universel permet éventuellement d'asseoir et de renforcer la négociation collective du côté des salariés, parce qu'effectivement on a une option de sortie plus intéressante. Et donc on est dans cette idée-là. Je ne parle pas du financement parce qu'on a peu de temps, et Hélène va en parler. Peut-être pas de cette mesure-là, mais en tout cas on en parlera. Je ne sais pas s'il me reste 2 minutes. 2 minutes, parfait. 2 minutes pour parler de l'Europe. Cette vision à moyen terme, à long terme, ne peut pas, à mon sens, se faire hors d'un scénario européen. Le marché du travail européen est à réinventer. On parle beaucoup des inégalités, des différences de traitement, des travailleurs détachés. Il faut donc étendre des droits qui seraient des droits minima au niveau européen. On parle de crise migratoire. Aujourd'hui, chaque État paye, entre guillemets, pour ses migrants. L'Allemagne a accueilli beaucoup de migrants et aujourd'hui se retrouve dans une situation un peu compliquée. Et donc l'Allemagne devient intéressée, et à nouveau intéressée par une idée d'Europe sociale qui ferait qu'on partage le fardeau en termes de coûts budgétaires, et que finalement tout le monde finance l'accueil, par exemple, ou la protection sociale, ou des aides sociales destinées à des réfugiés ou à d'autres. Donc on peut imaginer
des assurances chômage et aide sociale du type RSA à géométrie variable, mais avec une composante européenne. Des droits, évidemment, chômage et retraite portatifs entre les pays, rapprochement des règles de convention collective et donc de droits minimum. Je voudrais simplement finir en disant que ce n'est pas une utopie, puisque cette Europe sociale existe déjà. Il y a des premiers pas qui ont été faits. La carte européenne d'assurance maladie, vous allez en Allemagne, vous êtes tombé malade, vous allez à l'hôpital, vous pouvez donner votre carte d'assurance maladie. La garantie jeunesse européenne, donc des mesures d'intégration et d'aide pour des jeunes en grande précarité pour donc trouver un emploi. Et le socle européen des droits sociaux qui est mis à signature tel que ça a été annoncé le 20 octobre dernier, donc c'est très récent. Et je pense que cette Europe-là du futur est finalement le seul vrai grand projet concret et social qui nous reste, et le grand seul projet européen qui peut permettre de redorer le blason de l'Europe et d'avoir à nouveau confiance dans une construction d'une Europe solidaire et intégrée, et relativement intégrée. Pas complètement intégrée, mais relativement intégrée. Merci beaucoup d'être bien intégré dans le temps de parole. Déjà, on peut remercier notre premier intervenant. Gardez le micro. Gardez le micro sans manger sur les tables rondes autres des GECO. Vous nous dites quand même, avec l'automatisation et l'intelligence artificielle, le niveau d'emploi va baisser et donc le financement de notre protection sociale va diminuer. Ça fait partie de votre diagnostic? Moi, je ne dis pas qu'il va baisser. Je ne sais absolument pas, je n'ai pas de boule de cristal. Je dis juste qu'il ne va pas forcément baisser uniquement pour les jobs précaires. Il peut effectivement impacter à différents niveaux et donc interpelle finalement l'ensemble de la société en se disant le chômage peut arriver pour tout le monde, mon job même de professeur d'université peut disparaître si demain on a un robot qui fait de la recherche et qui fait des cours, donc a priori personne n'est à l'abri et donc il faut penser à une protection sociale moderne qui n'est pas seulement un revenu de base pour des gens à profession, ce qui était les jobs précaires d'aujourd'hui. On dit même que les journalistes pourraient être remplacés, vous imaginez que ça va loin. J'ai deux questions, j'ai la même question qui est revenue plusieurs fois. Vous avez dit dans votre introduction qu'il y a des gens qui pouvaient toucher le RSA et qui ne le touchent pas. Donc j'ai plusieurs personnes qui disent mais pourquoi lorsqu'on a le droit au RSA on ne le touche pas? Les gens ne touchent pas les aides, celles-ci et d'autres, parce qu'ils ne sont pas informés, parce qu'ils ont honte. Il y a une stigmatisation sociale du fait de percevoir des aides et plus le montant potentiel qu'on peut obtenir est faible, moins on fait la démarche également. Donc ça explique que la prime d'activité, donc qui est une aide en emploi, qui était l'ancien RSA activité, soit touché par un taux de non-recours encore plus important, puisque c'est vraiment un complément de revenu et qui est donc plus faible. On peut imaginer quelqu'un pour qui c'est vraiment le revenu complet, c'est-à-dire vraiment le RSA, qui n'a rien, va faire plus de démarches que la personne qui peut obtenir un petit montant supplémentaire. Donc on voit effectivement un non-recours qui est encore plus important pour les aides en emploi du type prime d'activité. Est-ce que l'Europe sociale que vous décrivez est compatible avec les traités européens actuels ? On a beaucoup parlé de traités pendant la campagne présidentielle et de changement des traités. Je pense qu'on peut tout à fait construire sur la base de ce qu'on a, pour faire très court. Merci. On va passer donc à l'intervenant suivant, plutôt un praticien, monsieur Philippe Barret. Vous nous présentez quand même un petit peu ce que vous faites avant de développer votre propos ? Bon alors, je vais vous dire que je suis le plus rassuré ici par rapport à l'automatisation, puisque j'ai lu qu'il n'y avait que 2% de chances que les chefs d'entreprise soient remplacés par des robots. Voilà. Donc ça c'est une première bonne nouvelle, et probablement pour les plus jeunes d'entre vous une incitation à aller vers cela également. Donc à Pistil, donc nous sommes un des mécènes des GECO, donc je suis ravi de voir les salles remplies et remplies effectivement de manière transgénérationnelle. Je vais parler donc du point de vue d'un groupe de protection sociale, c'est-à-dire quelqu'un qui opère la protection sociale complémentaire, donc principalement sur la retraite, donc Agir Carco, et puis sur les activités de complémentaire santé, donc la mutuelle comme on dit, la prévoyance, la dépendance, ce type d'activité. Je vais essayer un petit peu d'exposer le rôle positif, me semble-t-il, que peuvent jouer les assureurs complémentaires dans la protection sociale. Et puis, d'abord, évoquer un sujet qui, je pense, est insuffisamment pris en compte pour la construction. Et la question, c'est
finalement, on passe assez peu de temps, je pense, à définir ce que l'on veut faire, c'est-à-dire définir qu'est-ce qui relève d'une solidarité nationale. Donc vous évoquez revenu universel, par exemple. Qu'est-ce qui relève de solidarité, on va dire, intermédiaire, par exemple au niveau d'une branche professionnelle, enfin, l'ensemble des gens qui pratiquent la même activité, ou ce qui relève de la responsabilité individuelle, c'est-à-dire les risques que je considère m'être propres à moi et contre lesquels je souhaite m'assurer. Et de cette réflexion dépend beaucoup de choses, notamment le fait de savoir si on finance par de l'impôt, par des cotisations sociales ou autrement. Je pense que cette réflexion manque. Et par ailleurs, comme nous vivons dans un monde qui est global, il est juste pas possible qu'un pays comme la France décide de faire quelque chose tout seul, sans prendre en compte les impacts, notamment sur la compétitivité des entreprises. C'était aussi un des sujets centraux de la dernière campagne présidentielle, avec un objectif de redonner de la compétitivité aux entreprises. Donc une fois qu'on a dit ça, je pense que c'est le premier sujet, alors que dans la pratique, les évolutions ont été plutôt, en France en tout cas, tirées par on a besoin d'argent, donc on cherche quelle est la source d'argent qu'on peut rajouter. Et c'est comme ça, comme vous le disiez en introduction, qu'on arrive à une situation où la protection sociale reste financée majoritairement par des cotisations sociales, mais la part de l'impôt, la CSG en particulier, a pris des proportions très, très importantes, finalement, sans qu'on y prenne garde ou sans qu'on réfléchisse avant de savoir les conséquences que ça devait emporter. Deuxième point assez important, en tout cas dans ce que je souhaite dire, ce sera peut-être repris par d'autres, mais c'est l'importance, à mon sens, du pilotage paritaire. Alors, je suis un groupe paritaire de protection sociale, donc je suis un peu payé pour défendre ça, mais pas que. Donc, à titre d'exemple et d'illustration, donc la retraite est principalement composée de la retraite de base, la CNAV, c'est à peu près 120 milliards chaque année. La retraite Agirc-Arrco est la deuxième grosse composante, à peu près 70 milliards de prestations versées chaque année. Et cette partie-là est pilotée par les partenaires sociaux. Ça me permettra aussi d'essayer de répondre à votre question, est-ce qu'on touchera une retraite demain ? Donc la partie Agirc-Arrco, même si elle est déficitaire, aujourd'hui, elle a à peu près 50 milliards d'euros de réserves. Alors que la CNAV, qui est aussi déficitaire, elle amène ses déficits à la CADES, et la CADES, c'est 270 milliards de dettes cumulées. Donc, je pense que c'est un élément de preuve pour dire que ce n'est pas forcément toujours l'État, fût-il social, moderne et rénové, mais ce n'est pas forcément toujours l'État qui a la plus grande efficacité dans la gestion. Deuxième chose pour défendre cette gestion paritaire, c'est, je pense, l'importance de corps intermédiaires, de quelque nature qu'ils soient. Si vous êtes spécialiste de quelque chose, vous pouvez voir, en lisant les journaux, en regardant Internet, en discutant, le nombre d'âneries qui peuvent être prononcées sur ce que vous connaissez. Eh bien, si on est sur des systèmes on va dire totalement direct, il va nous manquer des corps intermédiaires qui sont des gens qui représentent les autres et qui ont un peu plus de connaissances, un peu plus d'expérience, un peu plus d'analyse sur des sujets. Et le pilotage d'une partie de la protection sociale par les partenaires sociaux, ça correspond à ça. Bon, après, il y a d'autres débats, mais l'absence de corps intermédiaires, c'est aussi souvent le début de la dictature. Donc, mon deuxième point, c'est, je pense qu'il faut continuer d'avoir des dispositifs qui ne sont pas tous pilotés par l'État, parce que l'État n'est pas le plus efficace.
Et puis les représentants de la société civile, les corps intermédiaires, ont une capacité d'analyse, parce qu'il y a des sujets qui sont compliqués, il faut consacrer un petit peu de temps à les traiter. Mon dernier point, pour être assez rapide, c'est sur, finalement, à quoi servent les assureurs complémentaires, puisque finalement, assez souvent, on se dit, tout ça est compliqué, il y a beaucoup d'organismes différents, on n'y comprend pas grand-chose, donc si tout était réuni et simplifié, ce serait quand même beaucoup plus clair et moins coûteux. Alors c'est sans doute vrai, encore qu'il faudrait le démontrer. Par contre, ça ne rentrerait pas donc dans la catégorie de ce que je distinguais, c'est-à-dire qu'est-ce qui est de la solidarité, qu'est-ce qui est des mutualisations à des niveaux intermédiaires et qu'est-ce qui relève de la responsabilité individuelle. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que les assureurs complémentaires, ce sont des entreprises. Et donc, en tant que tels, nous sommes confrontés à la concurrence, nous devons innover, et donc nous sommes capables de nous adapter peut-être un petit peu plus rapidement et de façon plus automatique que des systèmes de l'État. À titre d'exemple, puisque je pense qu'à peu près tout le monde a une complémentaire santé, les assureurs complémentaires santé, que ce soit les mutuelles, les institutions de prévoyance, les compagnies d'assurance, ont été assez souvent taxés ou accusés d'avoir favorisé le développement absolument extraordinaire d'une profession qui s'appelle les opticiens, en remboursant de manière très importante les lunettes et les verres, à tel point qu'en général, quand on va chez un opticien, on commence d'abord par vous demander quelle est votre mutuelle. Et à Lyon, surtout si c'est à Piscine, on dit vous allez être bien remboursé. Allez-y. Face à ça, les assureurs complémentaires ont développé des choses qui s'appellent les réseaux de soins. Les réseaux de soins qui permettent, alors de façon plus ou moins incitative ou plus ou moins obligatoire, d'amener les clients chez tel ou tel opticien où il aura un engagement de qualité-prix. Et donc cet exemple, c'est juste pour indiquer que même quand un système concurrentiel peut générer, et la dérive, elle est d'abord générée par les opticiens, elle n'est pas générée par les complémentaires, mais même lorsqu'un système concurrentiel peut générer des effets secondaires négatifs, eh bien, il est capable de créer sa propre autorégulation assez rapidement, ce que l'État n'est pas capable de faire. Et puis peut-être dernier tout petit point aussi pour réagir à un mot, vous avez parlé de guichet unique, je parlerai plutôt de guichet unifié. C'est-à-dire que je crois assez peu au fait que un acteur soit capable de centraliser toutes les réponses sur un sujet. Par contre, et la numérisation, le digital le permettra de plus en plus, je pense qu'il faut que les acteurs qui détiennent chacun des bouts de solution fassent l'effort d'être unifiés, c'est-à-dire d'être capables de mettre des portails ou d'avoir une moyen de communication simple vis-à-vis de leurs clients ou de leurs usagers. Par exemple, là, juste aussi un tout petit exemple, en ce qui concerne la demande de retraite. Donc, je disais, il y a le régime de base, la CNAV, et puis un régime complémentaire principal qui est la GIRC et l'ARCO. Eh bien, demain, il y aura la possibilité de faire une unique demande de retraite. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a fusionné la CNAV et la GIRC-ARCO, mais c'est effectivement le fait de, comme on dit, dites-le nous une fois, c'est-à-dire vous faites votre demande une fois, et puis tous ceux que ça intéresse de savoir que vous voulez partir à la retraite au 1er janvier prochain, eh bien, ils traitent à partir d'une unique demande que vous avez faite. Donc je crois plus à cette notion de guichet unifié que à celle de guichet unique. Merci. On peut applaudir notre deuxième intervenant. On a beaucoup de lycéens dans la salle, donc une petite question de base. Le pilotage paritaire, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, je pense que ça sera réévoqué après, mais donc les organisations syndicales, donc la CGT, la CGC, FO, CFDT, CFTC, les organisations patronales, le MEDEF, la CPME, UPA, gèrent, c'est-à-dire définissent les paramètres de la retraite complémentaire, le taux de cotisation, combien vaut le point, et puis confie à des organismes, les groupes de protection sociale, comme Apicil, mais bien sûr d'autres également, le soin de gérer, c'est-à-dire d'appeler les cotisations auprès des entreprises, comptabiliser les points de chaque salarié, et puis au moment de la retraite, liquider, comme on dit. Donc pour les lycéens, sachez qu'un jour on va vous liquider, mais ce sera pour votre bien, et ensuite payer cette retraite. Voilà. Merci. Votre intervention a suscité un nombre assez important de questions. Si vous pouvez faire des petites réponses courtes, ça me permet de lister toutes les questions. Est-ce que vous voulez une privatisation de la sécurité sociale, en fait? Pas du tout. Pas du tout. Je demande seulement un système qui soit conçu, pas subi, un système qui soit conçu. Je trouve, il y a longtemps, je pense que c'est plus tellement un débat, début des années 2000, certains assureurs effectivement avaient proposé de privatiser la Sécu. Non, je pense qu'il y a des champs qui doivent être définis. Le champ de la solidarité nationale, ça c'est la Sécu, et puis je pense qu'il y a des espaces pour les complémentaires. La question est revenue plusieurs fois. Les frais de gestion dans les mutuelles, c'est énorme par rapport à la sécurité sociale publique. Vous nous coûtez plus cher, en fait. Ça, c'est alors, on me demande de répondre rapidement, hein, donc ça, c'est pas possible de répondre rapidement à cette question-là. La Sécu et les complémentaires ne font pas du tout la même chose. La Sécu, elle gère un régime. Apicil, par exemple, on doit gérer des milliers de régimes différents. Voilà, donc déjà ce simple fait. La deuxième chose, qui dit concurrence veut dire frais de commercialisation, donc forcément ça fait une différence de coût. Et puis troisièmement, il faut aussi rappeler que la complémentaire santé paye beaucoup de taxes qui rentrent dans le prix de la cotisation que vous payez, et le montant des taxes est à peu près du même ordre que celui des frais de gestion. C'est une question qui est un petit peu parallèle à votre propos, mais je vous la pose quand même. Est-ce que quand même un des bons moyens de réduire la dépense sociale, ce ne serait pas de s'attaquer, et peut-être que vous pouvez contribuer au pouvoir des labos et à leur capacité à fixer des prix de médicaments assez élevés? Alors là, par contre, je suis effectivement tout à fait d'accord. C'est une des grandes demandes des complémentaires santé, c'est de pouvoir contractualiser avec les professionnels. C'est loin d'être évident, parce que notamment, ne serait-ce que sur les réseaux de soins, où on parle, entre guillemets, pas tout à fait de professionnels de santé, puisque l'optique, c'est quand même... C'est plutôt un produit qu'un soin. Mais même là-dessus, ça a été très difficile. L'État et la Sécurité sociale sont très réticentes à voir les complémentaires dans le jeu. Mais bien évidemment, nous souhaitons avoir la capacité de pouvoir discuter avec les professionnels de santé ou avec les différentes parties prenantes pour pouvoir contribuer à la maîtrise des coûts. J'ai juste une dernière question pour vous. Je suis désolé, je ne peux pas tout reprendre, mais il y a d'autres intervenants. Qu'est-ce que vous entendez par liquider les lycéens? La liquidation, c'est la mise en paiement de la retraite, c'est dans notre jargon. Merci. Je vais donner la parole à Anna-Léna Nozal. Là encore, parce qu'on a beaucoup de lycéens dans la salle, qu'est-ce que c'est l'OCDE? Bonjour. L'OCDE, c'est une organisation qui représente plusieurs pays dans le monde et qui est en fait un organisme de recherche et qui produit des recommandations pour les différents pays sur des thèmes variés comme les inégalités, justement la protection sociale, l'éducation, plusieurs autres thèmes. Voilà. Et donc moi je voulais un peu revenir en arrière sur le pourquoi de ce besoin de réforme de protection sociale, et puisque je fais partie de l'OCDE, donner aussi quelques chiffres, puisque ça c'est aussi une des choses que l'OCDE fait.
Donc je voulais parler donc justement des types d'emplois et dire qu'actuellement en moyenne dans l'OCDE il y a 16% de travailleurs qui sont des travailleurs temporaires et à peu près en moyenne aussi 16% de travailleurs indépendants. Donc ça c'est des moyennes de pays, sachant que les travailleurs temporaires sont beaucoup plus importants dans certains pays comme l'Espagne et les travailleurs indépendants sont aussi beaucoup plus importants dans d'autres pays comme la Grèce par exemple. Donc pourquoi on s'intéresse à ces travailleurs ? Les travailleurs temporaires, normalement, devraient avoir la même couverture de protection sociale que les autres travailleurs, sauf que ce n'est pas toujours le cas parce qu'on a besoin d'avoir cotisé un certain nombre de mois ou un minimum pendant la dernière année, les 5 dernières années. Ce qui fait que parfois, les travailleurs temporaires n'ont pas droit aux allocations chômage et ils sont aussi pénalisés pour les retraites. En ce qui concerne les travailleurs indépendants, dans la moitié des pays de l'OCDE, ces travailleurs n'ont pas droit à des allocations chômage et ils ont des régimes différents où ils ont une réglementation différente pour ce qui concerne les retraites, mais également les prestations d'incapacité ou de congé lorsqu'on est malade. Pourquoi c'est important ? Parce que alors que dans beaucoup de pays, il y a eu une baisse des travailleurs indépendants, dans d'autres pays, on assiste justement à une augmentation de ces travailleurs. Et ces travailleurs indépendants, parfois, sont des faux travailleurs indépendants dans le sens que ce sont des travailleurs indépendants qui travaillent toujours pour la même entreprise, qui ont des contrats successifs avec la même entreprise pour des raisons fiscales, souvent pour les travailleurs, mais aussi pour les entreprises. Et donc ces travailleurs, alors que ce sont presque des salariés, puisqu'ils travaillent pour la même entreprise, n'ont pas les mêmes droits à des protections, à la même protection sociale. Et donc on s'interroge maintenant justement avec ces changements dans le monde du travail, est-ce qu'il va y avoir une augmentation de ce type de travailleurs indépendants mais dépendants ? Est-ce qu'il va y avoir une sorte, on va assister à une augmentation des emplois atypiques qui sont un peu brouillés, on n'arrive pas à savoir, est-ce qu'il va y avoir donc des changements de régime, donc des gens qui ont commencé en tant que salariés, qui deviennent indépendants, qui redeviennent salariés, et quelles sont les implications donc pour leur retraite, pour le droit à d'autres prestations sociales. Et comment c'est pris en compte par les différents pays de l'OCDE ? Donc les pays font globalement 3 types de réponses. On fournit 3 types de réponses. Une des réponses principales, c'est d'essayer d'incorporer ce type de travailleurs dans le régime existant. C'est le cas, donc les travailleurs indépendants peuvent opter donc de manière volontaire à l'allocation chômage. Et dans certains pays, donc maintenant ça devient obligatoire. Et il y a des régimes spéciaux. C'est le cas par exemple de l'Allemagne qui a essayé d'avoir un régime donc, depuis un certain nombre d'années pour les artistes. Qui ne sont pas tous, mais un certain nombre sont à bas revenus. Et c'est un régime qui essaye de résoudre le problème des travailleurs indépendants, c'est-à-dire si on veut contribuer pour avoir une allocation chômage, je n'ai pas un employeur, donc est-ce que je dois payer toute la contribution de l'employeur et la mienne ? Cela devient très coûteux, donc je ne veux pas le faire, mais après ça pose des risques. Et dans ce cas, ce qui a été fait, par exemple, ce sont toutes les entreprises qui ont recours à des artistes, donc des personnes, des acteurs, mais aussi des personnes donc, qui doivent écrire ou produire un certain nombre de choses. Donc ces compagnies doivent contribuer au fonds des artistes et l'État aussi paye 20%. Donc il reste 50% des cotisations qui sont à la charge de ces travailleurs indépendants. Ce qui permet un peu de résoudre ce problème de contribution.
Une autre solution qui se pose dans beaucoup de pays maintenant, c'est l'idée d'avoir des comptes personnels, donc qui ne soient plus liés au travail, mais à la personne. C'est le cas en France avec le compte personnel d'activité, mais donc c'est aussi à l'étude dans d'autres pays, ça a été à l'étude en Allemagne. Et c'est quelque chose qui existait avant aux Pays-Bas, et un des grands problèmes, donc c'est un problème qui relève de la mutualisation, de l'assurance. Est-ce que si c'est individualisé, il n'y a plus de l'assurance, il n'y a plus de redistribution, il n'y a plus de partage des risques? Et aussi, ce genre de compte personnel peut avoir un problème d'emploi. Par exemple, ce qui est arrivé aux Pays-Bas, c'est que les personnes non cumulées, ils pouvaient financer donc un fonds qui était en fait une sorte d'épargne, et ils pouvaient l'utiliser pour des périodes d'inactivité. Mais ce qui est arrivé, c'est que parfois les gens l'utilisaient trop tôt, et après, justement, lorsqu'ils étaient au chômage ou lorsqu'ils étaient en inactivité, ils n'avaient plus d'argent, ou ça a été aussi utilisé pour des pré-retraites, pour des retraites anticipées. Donc, par exemple, le cas allemand qui était à l'étude a fait en sorte justement que ce compte ne puisse pas utiliser pour des pré-retraites ni aussi pour les gardes d'enfants, donc pour éviter ce genre de problème. Et donc, un troisième type de solution qui a déjà été un peu discuté, c'est d'avoir un revenu universel ou un revenu de base. Et ce revenu de base peut être de deux manières, donc soit sous condition de ressources, soit universel, donc sans condition de ressources. Et la différence, c'est que donc ce genre de revenu universel ne serait plus lié au travail, donc on n'a plus besoin de cotiser pour y avoir droit, puisque c'est financé par les impôts généraux. Et il faut dire qu'il y a des pays de l'OCDE comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui ont ce genre de revenus, mais ce sont donc des revenus minimaux, donc sous condition de ressources. Et ce sont sous condition de ressources non seulement de revenus individuels, mais donc de ménage, ce qui pose le problème si le conjoint travaille, on n'y a plus accès, et non seulement de revenus, mais aussi de richesse. Donc si on possède une certaine épargne, une maison, on n'a plus droit. Il faut dire quand même que le système australien est plus généreux que l'assistance sociale qui existe dans d'autres pays. Mais donc il y a ces conditions de ressources, et ça permet donc que tous les travailleurs soient pris en compte, notamment les travailleurs saisonniers qui sont quand même assez importants en Australie. Et justement, comme c'est sous condition de ressources, c'est très ciblé sur les personnes assez pauvres qui ont vraiment besoin de ces prestations. L'autre possibilité serait donc d'avoir ce revenu universel sans condition de ressources, mais évidemment la question se pose comment le financer. Soit c'est vraiment à un niveau qui nous permet de vivre mais qui resterait très coûteux, soit on va le mettre à un seuil où justement ne va pas permettre, ça va être en dessous du seuil de pauvreté, donc ne permettrait pas aux gens de survivre juste avec ce revenu. Et il faut dire que certains pays comme la Finlande, mais aussi au Canada, ont commencé des études pour piloter l'introduction de ce genre de revenu. En Finlande, depuis cette année, il y a à peu près 2000 personnes donc, qui, au lieu de recevoir l'allocation chômage, donc ont été sélectionnées pour avoir droit à ce revenu de base qui serait à peu près de 600 € par mois, mais sachant donc ils ne recevraient plus l'allocation chômage ou de congé maladie, mais le revenu donc pourrait être augmenté pour que ce soit équivalent donc de l'allocation chômage. Donc c'est une étude qui est pilotée en ce moment.
Et quel est l'intérêt donc pour l'État de faire ça? L'idée donc en Finlande est venue de simplifier le régime, justement pour éviter que les gens ils ne savent pas toujours à combien ils ont droit quand ils vont toucher leur allocation. À ce moment-là, c'est clair, et ça simplifie aussi tout le côté de suivi de la personne pour qu'il trouve un emploi ou pas. Le système de suivi va être simplifié puisque la personne peut avoir droit à ce revenu s'il travaille ou s'il ne travaille pas. 2 minutes, s'il vous plaît. Voilà. Et ce genre d'expérimentation est aussi faite au Canada, dans la région de l'Ontario. Et là, la question était plutôt non pas l'idée de simplifier, mais justement être axée sur les personnes pauvres et améliorer leur santé, donc qui peuvent être mises en cause lorsque ce sont des travailleurs précaires. Et là encore, on attend des résultats pour savoir. Les expériences précédentes en Canada ont montré qu'il y avait des effets positifs sur la santé, mais on ne sait pas encore. Et donc l'idée, c'est comment on peut avoir ce revenu universel. Quel serait l'impact de ce revenu universel? Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que soit ça serait très coûteux, donc je reviens de ce côté-là, soit ça ne serait à un très bas niveau, ou on peut aussi penser à l'appliquer de manière progressive, donc pour les premières générations, où on peut avoir toujours certaines conditions, ou dans une période limitée dans le temps, ce sont des pistes aussi qui peuvent être proposées. Merci beaucoup. On peut applaudir Madame Léna Nozal, donc de l'OCDE, puisqu'il y a une question organisation de coopération et de développement économique. Voilà ce que veut dire OCDE. Est-ce que dans les travaux prospectifs que réalise l'OCDE, ils sont nombreux, est-ce que vous diriez qu'on se dirige, au moins dans les grands pays industrialisés, vers une baisse du salariat et de la place du salariat? Écoutez, pour l'instant, les études, ce que montrent, on a regardé donc les travailleurs atypiques ou non standards, et pour l'instant, les études montrent que c'est très diversifié selon les pays. Dans certains pays, donc le nombre de travailleurs temporaires a augmenté, mais pas dans tous les pays, et pareil pour les indépendants. Donc pour l'instant, on ne voit pas. Il y a une grande progression vers les travailleurs donc, qui travaillent à plein temps. Dans certains pays, il y a beaucoup plus de travailleurs. Par exemple, aux Pays-Bas, il y a la moitié des travailleurs ou plus travaillent à mi-temps. Mais on ne voit pas ce côté des salariés qui vont disparaître. C'est vrai que dans certains pays, il y a eu une augmentation pendant la crise de certains types de travail atypiques qui sont très minoritaires. Et on voit aussi aux États-Unis une augmentation des travailleurs donc, de l'économie collaborative à travers les plateformes, mais ce sont encore vraiment des minorités, c'est moins de 1% des travailleurs. D'accord, donc pas de tendance claire de ce point de vue-là. Est-ce que le revenu universel n'encourage pas l'inactivité ? Disons que c'est partagé. Par exemple, l'expérience de la Finlande était justement d'avoir ce revenu universel pour éviter l'inactivité. Parce qu'on observe souvent que lorsque les gens ont droit à une allocation chômage, ils ont aussi droit à d'autres aides complémentaires comme l'aide au logement. Parfois, ils ne veulent pas prendre un emploi, même temporaire ou partiel, puisque leur revenu va diminuer. Et donc l'idée était justement d'éviter cela, puisque ça permettrait de cumuler les deux. Mais c'est vrai que la question se pose, si c'est un revenu universel d'un certain niveau, qui nous permettrait de vivre, justement, pourquoi travailler ou pourquoi travailler un certain nombre d'heures.
Une dernière question. L'OCDE regarde par définition un grand nombre de pays. Comment est-ce que vous situez la France aujourd'hui en termes de protection sociale? Est-ce qu'on a priori des grandes difficultés à venir pour notre système public de redistribution sociale ou pas? De protection sociale, pardon, ou pas? Par rapport aux autres pays? La France est quelque part, elle est un peu pionnière avec ses comptes d'activité donc qui sont nouveaux puisqu'ils sont disponibles déjà pour les travailleurs et qui vont être disponibles pour les indépendants l'année prochaine. Ce qui caractérise la France, je dirais, c'est un peu des régimes très partagés. Donc il y a une grande par rapport à d'autres pays qui ont des régimes plus unifiés, il y a beaucoup de régimes différents selon les types de travailleurs qui créent beaucoup d'inégalités par rapport notamment aux retraites, mais à d'autres types de prestations, de protection sociale. Et juste une dernière question, en termes d'équilibre financier, on doit s'inquiéter ou pas? Ça, c'est toujours la grande question. C'est toujours un équilibre entre la protection sociale des travailleurs et le financement et le déficit. C'est vrai que dans certains pays, le déficit a augmenté. Donc, je pense que la question s'est posée avant. Il faut trouver le moyen que ce soit plus efficace. Le financement des politiques publiques soit plus efficace pour essayer en tout cas de maîtriser les dépenses. Merci. On va rentrer plus directement dans la question du financement, donc avec maintenant Hélène Paris, à qui je cède la parole. Il y a un petit PowerPoint à nous présenter. Merci beaucoup. Alors, attendez, déjà, je vais essayer de maîtriser la technique, ce qui n'est pas gagné. Voilà, super. Alors, donc, bonjour à tous. Merci, bien sûr, de m'avoir invité à participer à ce panel. Donc, je voulais juste commencer pour rappeler quand même les données clés de la protection sociale en France, parce que bon, peut-être que c'est connu par tous, mais bon, autant quand même rappeler les choses de base. Donc, bon, il faut savoir qu'en France, donc les dépenses de protection sociale, tout compris, c'est-à-dire y compris la partie publique et la partie privée, représentent un tiers du PIB, donc c'est quand même massif. Qu'on est un peu les champions du monde dans le domaine, quand on regarde en tout cas les dépenses de protection sociale rapportées au PIB. Il faut voir que dans ces dépenses de protection sociale, l'immense majorité concerne deux risques sociaux qui sont la santé et ce qu'on appelle la vieillesse-survie, donc les retraites essentiellement. Donc 80% des dépenses de protection sociale sont la santé et les retraites. Parce qu'il y a un effet un peu de zoom, de loupe, quand on parle des minima sociaux, etc. Donc il faut voir que la grosse masse est plutôt sur les retraites et la maladie. Et qu'une particularité de la France aussi, c'est par rapport aux autres pays, que l'essentiel de ces dépenses sont publiques. Donc la France elle se distingue des autres pays par l'importance de ces dépenses de protection sociale, mais aussi par le fait que une grande partie est publique et ça tient surtout à l'organisation en France du système de retraite, système de retraite par répartition qui est couvert à la fois par les régimes de base et les régimes complémentaires dont Philippe Barret a parlé tout à l'heure. Ce qui est intéressant, je ne vais pas rester trop longtemps, mais c'est quand on regarde sur ce graphique, je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'écran, c'est que donc on est en tête de classement quand on regarde les dépenses de protection sociale en part de PIB. On n'est pas les premiers, en tout cas le classement est un petit peu modifié quand on regarde les dépenses de protection sociale par habitant en parité de pouvoir d'achat. Et donc, du coup, là, on est plutôt dans les pays à dépenses élevées, mais en tout cas, on est moins tout en haut du classement.
Et bon, ça renvoie à un autre sujet pour la France, qui est son positionnement en termes de PIB par habitant, hein, qui a décroché depuis un certain nombre d'années et qui pose des questions sur notamment les taux d'activité en France. Mais bon, donc là, je ne vais pas en parler, en tout cas immédiatement. Puisque donc il s'agit de parler du financement de la protection sociale, donc là encore, pour avoir les grandes idées, les ordres de grandeur, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Bon, les ordres de grandeur vraiment en tête. Hein, donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, un peu moins du 2/3 des ressources de la protection sociale correspond aux cotisations sociales, 61%. Si on globalise les cotisations sociales et la CSG, donc là on est plutôt aux 3/4 des ressources, donc c'est vraiment la grosse masse d'apport de financement de la protection sociale. Et puis sinon c'est complété par des impôts et taxes diverses, hein, outre la CSG, et puis des contributions publiques qui elles-mêmes sont financées par d'autres impôts. Bon. La France, sans ça, est un peu différente des autres pays, en tout cas nos partenaires européens, où les cotisations sociales représentent à peine un peu plus de la moitié des ressources. Donc il y a un plus gros financement par impôt dans les autres pays. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les choses ont pas mal évolué depuis 30 ans en France, hein, et ce mouvement d'évolution du mode de financement de la protection sociale est né à deux raisons, à deux causes. D'une part, une évolution du modèle, hein, où on est passé à l'origine vraiment d'un modèle d'assurance sociale à un modèle plus universel, en particulier avec la généralisation des prestations familiales et la couverture maladie, l'assurance maladie qui est devenue maintenant une couverture universelle dès lors qu'on réside sur le sol français, et puis aussi l'introduction de minima sociaux qui aussi ne sont pas du tout liés à un statut particulier vis-à-vis du monde du travail. Enfin, pour certains en tout cas. Donc ça, c'est une première grande raison de l'évolution du mode de financement. Et la deuxième raison, évidemment, c'est un problème de ressources financières chroniques, de déficit chronique des régimes de sécurité sociale qui donc ont amené à essayer de diversifier et d'augmenter les sources de recettes possibles. Et donc, ce mouvement d'universalisation et de recherche de recettes complémentaires a donc conduit à faire évoluer le modèle de financement, avec donc notamment des cotisations sociales qui ont été progressivement déplafonnées, l'introduction de la CSG qui n'a fait que croître depuis sa création au début des années 90. Et parallèlement, un souci d'alléger les cotisations sociales employeurs sur les bas salaires, je vais y revenir, pour alléger le coût du travail et du coup pour lesquels il fallait chercher des sources de compensation, hein, de trouver de nouvelles recettes pour remplacer les cotisations sociales qui étaient réduites. Voilà, Donc, je vais faire un point avant de se projeter dans le futur. Ce qui est important, c'est qu'en fait, ce débat sur le débat sur le financement de la protection sociale, ils sont pas nouveaux, hein, et ça fait depuis des années qu'on en parle. Et on est toujours un peu sur les mêmes questions qui, je pense, continueront à se poser dans l'avenir. Mais un point préalable très important à mon sens, et Philippe Barrel l'a souligné lui aussi, je pense qu'avant de parler de financement, pour moi le financement de la protection sociale, c'est vraiment une question de second ordre. La question de premier ordre, c'est d'abord de savoir ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut mettre dans la protection sociale, qu'est-ce qu'on veut mettre dans le financement au nom de la solidarité nationale, quel contenu... quelle définition, par exemple, pour le panier de soins, ce qu'on appelle le panier de soins solidaires, qu'est-ce qu'on veut financer via l'assurance maladie de la solidarité nationale, qu'est-ce qui ne relève pas de la solidarité nationale.
Quel curseur veut-on mettre sur l'assurance retraite obligatoire en France et qu'est-ce qui relève plus du choix individuel d'épargne par les individus. Donc voilà, c'est toutes ces questions préalables qui me semblent essentielles avant d'aborder la question du financement. Alors maintenant, on en parle quand même du financement, évidemment, parce que c'est quand même une question qui vient inéluctablement, hein. Donc il y a deux grands débats. D'abord sur le type de financement. Comme je vous l'ai dit, il y a une diversification qui s'est opérée depuis plusieurs années en France, avec un apport qui est allé croissant de financement par l'impôt. Mais on a quand même encore une part très majoritaire de cotisations sociales. Et le fait est qu'en diversifiant ces apports de ressources et en évoluant de plus en plus vers un modèle un peu hybride, on est dans une situation un peu au milieu du gué en France où on mélange des différentes sources de financement, donc l'impôt ou les cotisations sociales, pour financer des prestations qui, certaines relèvent plus de l'assurance, qu'on appelle contributives, et d'autres qui relèvent plus de la solidarité nationale. Et donc il y a une espèce de mélange, ou en tout cas de réforme un peu qui n'est pas allée jusqu'à son aboutissement et qui peut créer un problème un peu de lisibilité générale au système et qui nuit aussi au consentement à payer. Dès lors que les prélèvements obligatoires qui financent la protection sociale ne sont pas clairs dans les buts qui sont poursuivis. C'est le premier débat important qui agite ce sujet sur le financement de la protection sociale. La deuxième question très importante, c'est trouver le bon mode de financement tout en ayant la préoccupation de préserver à la fois l'emploi et la compétitivité. Et d'où les opérations d'allègement de cotisations sociales qui ont eu lieu depuis un certain nombre d'années maintenant, et une recherche un peu éperdue d'assiettes ou de recettes fiscales, enfin de recettes de financement, qui seraient miracles et qui ne seraient complètement, inoffensive, enfin en tout cas qui du coup libérerait totalement les contraintes sur l'emploi ou le poids sur l'emploi ou la compétitivité. Alors j'embraye juste sur ce sujet. Donc d'abord sur la question des mélanges de modes de financement. Donc juste pour que ce soit bien clair, ce qu'on appelle des prestations contributives, c'est des prestations pour lesquelles il y a vraiment un lien fort établi entre les cotisations et les prestations qui sont servies. Ce lien, il est à la fois en termes d'accès, c'est-à-dire que c'est parce que j'ai cotisé que j'ai un droit, hein, donc du coup il y a une logique d'affiliation, hein. Dès lors que j'ai cotisé, j'ai droit à une pension de retraite. Dès lors que j'ai cotisé, au bout de quelques mois, je suis potentiellement éligible à une indemnisation d'assurance chômage si je perds mon emploi. Donc d'abord, c'est une question d'accès. Et deuxième sujet, c'est sur la façon dont on calcule les prestations. C'est en fonction de mes cotisations, en fonction de mon salaire, qu'on va calculer une prestation, un mécanisme de remplacement de revenus. Ça vaut à la fois pour les retraites, l'assurance chômage ou les indemnités journalières d'assurance maladie, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le contributif, où on voit qu'il y a un lien assez fort qu'on identifie avec des cotisations. En revanche, les prestations non contributives, donc là on est sur un domaine plus universel, les allocations familiales, les remboursements de soins, les aides au logement, les prestations sociales qui s'adressent aux plus démunis via les minima sociaux, ça n'a aucun lien avec les contributions des uns et des autres. Il n'y a pas de lien avec la cotisation sociale, c'est plutôt le fait de résider, la résidence qui va définir un droit pour les personnes. 2 minutes. 2 minutes, ben d'accord. Donc du coup, je passe.
Donc juste 2 mots sur le débat qui parcourt les économistes ou les acteurs, parce que les économistes sont quand même en grande partie d'accord maintenant, mais d'autres acteurs de la vie économique portent différents discours. Sur les allégements de cotisations sociales, il y a un grand débat pour savoir quel est le bon ciblage sur les allégements de cotisations sociales. Est-ce qu'il faut se concentrer sur les bas salaires ? Donc il y a beaucoup d'arguments pour dire c'est là où le chômage est le plus important, c'est là où il y a une élasticité, enfin une sensibilité la plus forte donc sur la demande de travail, et c'est aussi sur les bas salaires. Dès lors qu'il y a un salaire minimum, il y a une capacité d'adaptation qui est réduite, et donc c'est là où c'est le plus efficace pour conduire une politique d'allègement de cotisations sociales. Donc c'est un effet positif sur l'emploi, ça a été quand même étudié par de nombreuses études qui ont démontré ça. Il y a un sujet de trappe à bas salaire, mais qui n'a pas été... Enfin, en tout cas, les travaux ne sont pas très conclusifs sur ce sujet. Un autre argument qui porte plutôt sur... qui milite pour élargir les allégements de cotisations sociales au-delà des seuls bas salaires et porter plus sur les salaires intermédiaires, pour répondre à une question un enjeu de compétitivité, où souvent les personnes qui défendent cette idée disent les secteurs qui sont exposés à la concurrence internationale, les secteurs exportateurs, ont souvent une main-d'œuvre qui n'est pas, qui est un peu plus qualifiée, et qui donc a des salaires plus élevés. Et donc c'est elle qui l'a directement exposée. Et donc si on veut être compétitif, il faut absolument élargir les allégements de cotisations sociales à ce niveau-là. Et donc à quoi donc il y a des débats en cours là, sur cette question. La grande question, c'est de savoir si en fait, à ces niveaux-là, si le chômage est faible, de fait, il peut y avoir une répercussion en hausse de salaire dès lors qu'on allège les cotisations sociales, et donc c'est pas forcément très efficace pour gagner en compétitivité. Et puis l'autre sujet aussi, c'est que la compétitivité, elle est quand même, elle tient aussi aux services rendus aux entreprises, où là, il y a beaucoup d'emplois peu qualifiés, et donc les allégements de cotisations sociales servent aussi, sur les bas salaires, servent aussi les enjeux de compétitivité. Mais je passe rapidement. Ouais. Donc je termine par 2 diapos, mais bon. Donc il y a une recherche éperdue d'assiettes miracles pour financer la protection sociale. Donc il y a eu l'introduction de taxes comportementales sur les tabacs, les alcools, boissons sucrées, qui sont justifiées pour à la fois inciter les comportements, c'est-à-dire inciter à moins consommer, à moins fumer, à moins boire d'alcool, à moins boire de boissons sucrées. Ça sert aussi à financer l'assurance maladie, mais dès lors que c'est une taxe comportementale, c'est plus un complément de recette qu'une recette principale, parce qu'on cherche aussi à inciter les comportements, donc on ne cherche pas à ce que ces recettes atteignent des niveaux extrêmement importants. On cherche avant tout, à la fois, bien sûr, à gagner, avoir un rendement fiscal, mais quand même, avant tout, à faire évoluer les comportements. Les autres modes de sources de financement, c'est donc de taxer le capital, de taxer la consommation, ou de taxer via un prélèvement large sur les revenus des ménages. Donc la CSG, dernière en date, taxe sur la consommation, donc c'est la TVA sociale qui a souvent été débattue, et taxe sur le capital, on en parle moins aujourd'hui, mais la cotisation sur la valeur ajoutée ou l'impôt sur les sociétés comme contributeur possible pour le financement de la protection sociale. Donc là, j'ai pas le temps pour moi. On y reviendra peut-être donner dans les mérites respectifs, ouais. Mais en fait, la conclusion, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, que chacun a ses avantages, ses inconvénients. Il y en a d'autres, enfin, il y a certaines, en tout cas, qui ont quand même plus d'inconvénients que d'autres, et donc il faut être quand même assez prudent, notamment sur les risques d'assiettes qui peuvent être très mobiles, et donc notamment sur le capital, et donc il y a des risques de délocalisation, et donc du coup d'une efficacité réduite de mesures. Et juste, je termine parce que donc donc l'idée, la dernière idée en vogue, de taxer les robots.
Donc bon, je ne répète pas l'argument parce que tout le monde le connaît. On part de l'idée qu'il y a une destruction d'emplois massive liée à la robotisation et donc du coup, une bonne idée serait de taxer la richesse qui est générée par ces robots, donc au profit, certains défendent l'idée donc d'un revenu universel. Donc la première question centrale, quand on aborde la question de cette manière, c'est d'abord de valider ou pas le fait que la robotisation ou l'automatisation va avoir un effet dramatique sur l'emploi. Est-ce que ça va vraiment provoquer la fin du travail ? Donc on n'a pas le temps d'être lapidaire sur ce sujet, mais aujourd'hui, je pense que c'est vraiment très difficile d'être d'avoir une réponse définitive sur le sujet. Rien ne l'indique, en tout cas aujourd'hui, qui est cette annonce, cette fin du travail annoncée. C'est quand même la question centrale avant de s'intéresser, de savoir s'il faut taxer les robots. Après, il y a des questions pratiques assez redoutables qu'il faut aborder. C'est dès lors qu'on a répondu oui à la question préalable. C'est comment, d'abord, on va définir un robot. Est-ce que les logiciels de traitement de texte, c'est un robot ? Est-ce qu'une moissonneuse-batteuse, c'est un robot ? Il faut savoir le définir. Comment on va délimiter la base taxable ? Est-ce que ça pose pas un problème de vouloir taxer des robots, des machines ? Pardon, je vais vous demander de conclure, parce que sinon même le dernier intervenant n'aura pas tout son temps de parole, ce serait quand même dommage. D'accord. Donc voilà. Et donc du coup, le risque pour moi, c'est donc il y a les risques, un frein à l'investissement évidemment, à l'innovation, là où la France est quand même plutôt en retard par rapport à beaucoup d'autres pays. Et du coup, des enjeux de compétitivité, bien sûr, des délocalisations, surtout si la France serait la seule à mettre en œuvre ce genre de mesures. Voilà, j'arrête là. Pardon, merci. Je m'excuse, il y avait beaucoup de questions assez intéressantes, mais là, on a vraiment trop débordé. Je ne pourrais pas vous relancer sur sa question. Je laisse la parole à Pierre Abar. Merci Christian. Alors je vais faire justement court, simple et précis, j'espère, en partageant avec vous 4 commentaires. S'il vous plaît, il nous reste juste un quart d'heure. Si vous pouvez respecter aussi le dernier intervenant. Je vous remercie. En partageant 4 commentaires ou 4 remarques. D'abord, peut-être, dans ton introduction, Christian, revenir sur un point qui est l'impact du changement numérique. Et peut-être cette idée qui est alimentée quelque part, comme quoi nous faisons face à un changement technologique qui est irrésistible, sur lequel nous n'avons plus aucun pouvoir, et une sorte de fatalité sur l'émergence, sur ce que Anna mentionnait, qui était l'explosion du nombre d'emplois précaires, d'emplois non protégés, l'augmentation du nombre d'auto-entrepreneurs. Alors d'abord, il y a eu, quand on regarde l'histoire économique, je ne suis pas moi-même historien, mais ce n'est pas la première fois que nous faisons face à un choc technologique. L'histoire est jalonnée de sauts technologiques à laquelle à chaque fois le marché du travail s'est adapté, notamment dans les années 50 avec la mécanisation. Donc ce n'est pas nouveau en tant que tel. Normalement, historiquement, ça se passe bien. Pourquoi ? Parce que l'adaptation se fait avec 2 conditions. D'une part, le changement technologique crée de la productivité. C'est-à-dire que la technologie, on produit plus grâce à la technologie. Et deuxième condition, cette productivité est partagée entre le capital et le travailleur, et les travailleurs. Dans la phase actuelle, on se rend compte que, malheureusement, le changement, la numérisation de l'économie, en tout cas quand on regarde les indicateurs de l'OCDE, on n'assiste pas à un relèvement du taux de productivité. Bien au contraire, on est sur une baisse tendancielle de la croissance de la productivité, premièrement. Et deuxièmement, il y a un décrochage très net entre la productivité, entre ce qui reste de la croissance de la productivité et la croissance des salaires. Ce qui veut dire, grosso modo, le travailleur, le salarié, ne bénéficie lui-même ne bénéficie pas du fruit de son travail, de sa propre productivité. Donc, en 2 mots, je peux avoir un iPhone ou avoir une tablette, etc. Eh bien, en tout cas, quand on regarde les indicateurs de l'OCDE, ça ne me rend pas plus productif.
Ce qui est aussi intéressant avec la phase actuelle, c'est que c'est une phase de numérisation, un changement technologique qui est quand même, comparé aux phases précédentes, beaucoup plus rapide avec la mondialisation, peut-être un peu plus violente ou abrupte, on va dire, parce que l'employeur et l'entreprise peuvent pratiquer de manière beaucoup plus ouverte l'arbitrage réglementaire, l'arbitrage au niveau de l'emploi, du droit du travail, mais aussi fiscal, concurrentiel, ainsi de suite. Et peut-être aussi un peu plus complexe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une différence entre ce qu'est l'entreprise et le donneur d'ordre. Mon employeur, juridiquement, est peut-être le patron au bout du couloir, mais le donneur d'ordre, celui dont je dépends pour la survie de mon travail, se trouve peut-être aux États-Unis, autre part. Alors, pour les syndicats, et donc là, moi, je ne vais pas je ne vais pas m'inscrire dans une perspective française. Mon travail tous les jours est de représenter les syndicats, les intérêts d'une cinquantaine de confédérations syndicales, les 5 centrales syndicales ainsi que l'UNSA en France, mais aussi les syndicats japonais, américains, allemands, ainsi de suite, auprès de l'OCDE, qui est cette organisation basée à Paris, à la Muette, mais aussi auprès d'autres organismes internationaux comme le G20. Alors quel est, en 2 mots ou en quelques mots, quel est un peu ce que nous entendons dans les couloirs de l'OCDE, qui est une organisation qui a beaucoup d'influence, qui n'est pas seulement, je ne veux pas, Anna a présenté ça comme juste un centre de recherche, c'est peut-être un peu plus que ça quand même, en termes de formulation, de recommandations sur l'avenir, sur la réforme, notamment sur l'avenir du travail et l'avenir des entreprises. Alors, 3 pistes qui sont discutées dans ces instances internationales, telles que l'OCDE, mais encore une fois aussi peut-être au G20, ainsi de suite, et aussi à Bruxelles. Premièrement, en dépit du changement technologique, on reste quand même dans une dynamique, on va dire, néolibérale de réforme structurelle. C'est-à-dire, ça c'est notre lecture syndicale, vouloir opposer des salariés dits protégés, en anglais on dit ça les insiders, aux salariés non protégés. Si un travailleur, si le chauffeur de Uber n'est pas protégé, c'est peut-être en partie parce qu'il y a une dualité sur le marché du travail. Et c'est peut-être en partie parce que, justement, il y a certains travailleurs qui sont trop protégés. Donc il faut réduire la protection de ces certains travailleurs, notamment les fonctionnaires, pour level playing field, pour aligner entre... voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, là-dedans s'inscrit aussi une politique de décentralisation du dialogue social. Donc bonjour pour la mobilité après et la portabilité des droits, mais on passera là-dessus. Le deuxième point que je voudrais apporter, c'est que très souvent à l'OCDE, on reconnaît effectivement qu'il y a une érosion du pouvoir de négociation du salarié. Effectivement, c'est vrai, il y a un décrochage entre ce que gagne un travailleur, ce que gagne un salarié, et la productivité supplémentaire qu'il génère. Et ça, c'est un indicateur incontestable d'une érosion du pouvoir de négociation des salariés. Alors, au jour d'aujourd'hui, la réponse qu'apporte l'OCDE et autres, c'est de dire, on va rendre les salariés plus éduqués, d'accord, avec plus d'éducation, plus de compétences, et donc, en étant plus éduqué, plus compétent, il pourra mieux négocier des avantages à titre individuel, mieux négocier à la fois le salaire ou alors les retraites. Les retraites, in fine, ce n'est qu'un salaire différé. D'accord ? Ça fait partie d'un même paquet de discussions. Et aussi, mieux négocier sa couverture sociale. Le troisième point, c'est on admet qu'il faut effectivement renforcer les filets de sécurité sociaux. Alors là, on parle surtout en fait de couches de protection sociale qui sont assez fines, donc c'est du targeting, c'est du ciblage, c'est permettre aux gens d'être juste au-dessus du seuil de pauvreté, juste au-dessus de l'eau, et puis quand même assez friable dans le sens où on n'est pas du tout certain sur les bases de financement, et je crois que ça a été très bien abordé tout à l'heure par Hélène, c'est-à-dire qu'on a une assiette fiscale qui se réduit en grande partie. Alors, en 2 mots, et je termine là-dessus, Christian, quel est le message que nous apportons, qu'apportent les syndicats, encore une fois au niveau international, dans ces instances? Tout d'abord, replacer ces discussions dans un contexte de déséquilibre des rapports de force constructifs, entre le capital et le travail, entre les salariés et le patron, entre les PME et les multinationales. Revoir un peu l'ensemble de ces rapports de force qui, depuis pas mal de temps, quand même, deviennent fortement déséquilibrés. Alors comment faire ça? Il y a effectivement,
on peut avancer au niveau de la portabilité et des droits individuels. Donc c'est par exemple concrètement en France avec le compte personnel d'activité. Dans les pays nordiques, un salarié peut très souvent a le droit d'avoir une aide juridique quand il doit renégocier son contrat à titre individuel avec l'employeur. Donc ça renforce effectivement. Mais là, pour les syndicats, rien ne vaut, évidemment, la force collective. Et donc là, il faut, pour nous, l'avenir revient, c'est d'inverser cette tendance, d'une part, à l'individualisation des retraites, l'individualisation de la santé, et d'inverser cette tendance au transfert des risques des retraites, du transfert des risques de la santé, de l'employeur ou de la collectivité sur l'individu. Et donc, d'une part, je reviens sur la nécessité, ce qu'on appelle dans le langage commun, donc de replacer les conventions collectives, les accords de branche, mais de manière plus générale, les systèmes paritaires, au centre, avec évidemment le rôle de l'État, mais aussi sur les modalités, puisque évidemment le diable est dans les détails, de revoir un peu le partage des risques sur des retraites. Vous avez un système à prestations définies, où tout le risque est sur l'employeur ou sur la collectivité ou sur l'État, et un système, et à l'autre extrême, les systèmes à cotisation définie, dans les systèmes par capitalisation, où tout le risque est sur le retraité. Il faut trouver le bon curseur, peut-être qu'il faut avoir un partage des risques, mais c'est une négociation qui se fait dans tous les cas au niveau collectif. Dernière condition à tout cela, et justement, et ça on pourra peut-être en rediscuter, c'est sur l'assiette fiscale. C'est-à-dire que de fait, on se retrouve dans un système où avoir une assiette, un financement de la protection sociale qui repose uniquement sur le revenu du travail, de fait, ça pose un certain nombre de questions, puisque pour la soutenabilité du système, d'une part parce que au jour d'aujourd'hui, la rémunération du travail se réduit par rapport à la productivité. La part des salaires, la part du travail dans le revenu national se réduit. Donc de fait, l'assiette traditionnelle du financement de la protection sociale se réduit. Mais non seulement ça, la création de valeur, comme les entreprises, la création de valeur au sens large, les sources de profit des entreprises, d'une part, de fait, il y a quand même une partie qui part dans des circuits hors France, hein, donc c'est l'évasion fiscale, pas uniquement l'évasion, hein, l'optimisation fiscale, mais aussi avec la numérisation, et là c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais beaucoup de valeur n'est plus simplement, nous n'avons plus forcément les outils fiscaux pour mesurer où se trouvent les profits, avec la numérisation et l'importance des données dans les nouveaux modèles d'affaires. Merci, Pierre Abba. En fait, ce que vous nous dites, c'est que notre protection sociale, tous les débats qu'on a depuis le début, c'est en fait essentiellement, merci de rester patient jusque les quelques dernières minutes, c'est juste une question de répartition en fait, plus que une question de répartition des richesses produites, plus une question de mode de financement, d'évolution démographique, etc. C'est une question de contrat, par exemple. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut écouter la fin de l'intervention? Merci. C'est une question de contrat social au sein d'un pays. Certes, la France a des dépenses en matière de protection sociale, au sens large, qui sont effectivement parmi les plus élevées en rapport au PIB. Mais deux points là-dessus, ces chiffres-là ne prennent pas en compte les systèmes de protection purement privés qu'on trouve aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et puis surtout, ce qu'il faut mettre en balance, c'est regarder à ce moment-là les taux de pauvreté des seniors en France avec les taux de pauvreté en Australie, aux États-Unis. La question à chaque fois, c'est, enfin pour nous, c'est la question du rapport de force entre salariés et syndicats. Voilà. Et aujourd'hui, avec la numérisation, on se retrouve peut-être il y a un risque, on retrouve en fait des vieux combats syndicaux qui existaient au 19e siècle. C'est ça avant tout, c'est la question du rapport de force et de trouver des systèmes qui soient collectifs. Alors, la question revient plusieurs fois. Est-ce qu'il y a, d'après vous, vraiment la possibilité de faire évoluer ces rapports de force? La question est revenue très souvent. C'est au mouvement syndical, en partie, de combattre, de se battre, d'être sur le terrain. Ce qui est certain, c'est que les gouvernements doivent prendre conscience
que l'enjeu aujourd'hui, c'est cette érosion du rapport de force. C'est à partir entre les salariés et les syndicats. Donc il y a une baisse de la couverture des conventions collectives dans beaucoup de pays. En France, on arrive à se maintenir car on a l'extension automatique des accords de branche. Même si vous n'êtes pas syndiqué, vous bénéficiez quand même de l'action syndicale, puisque votre contrat doit être aligné sur la convention collective. Ça va peut-être un peu changer avec les dernières mesures, mais on est encore dans un système où vous bénéficiez de l'action collective des syndicats. C'est ça le plus important, c'est de maintenir une négociation collective, transparente, efficace, pour éviter à tout prix une individualisation des risques, que ce soit des retraites ou de la santé. Est-ce qu'il faudrait rendre le syndicalisme obligatoire ou développer peut-être une forme de chèque syndical? Du côté d'Emmanuel Macron, on en avait parlé un petit peu pendant la campagne, ça a l'air d'avoir disparu, mais est-ce que ce serait une bonne piste? L'action syndicale, l'organisation des syndicats est très divers au sein des pays de l'OCDE. Et il n'y a pas de règle là-dessus. Dans certains pays, d'ailleurs, les syndicats sont unifiés, il n'y a qu'une seule centrale. En France, on a une certaine diversité avec plusieurs centrales. Il n'y a pas de règle en la matière. Disons qu'il y a quand même deux objectifs. Avant tout, l'objectif, c'est rétablir le rapport de force, que ce soit dans les PME, surtout dans les entreprises. Et il y a plusieurs chemins à Rome. Dans tous les cas, une bonne couverture des conventions collectives, rétablir un droit à la parole des salariés, un droit fort en entreprise, c'est essentiel. Est-ce que ça doit passer par une augmentation du taux de syndicalisation en France, qui est quand même très bas? Oui, peut-être, certainement, mais les modèles sont différents. Le but du jeu, c'est toujours cette notion de rapport de force qui, depuis 15 ans, 10 ans, est déséquilibrée. Merci à tous pour ces différents éclairages. Je pense qu'on peut les remercier de manière collective. Merci, les GECO continuent cet après-midi, bien sûr.